Mesdames et messieurs, ce sera une conférence intimiste, mais ce ne serait pas pour déplaire à Michel Tapier qui aimait le petit comité. J'espère que vous êtes allés voir l'exposition Le Grand Œil de Michel Tapier, présentée sur le stand de la galerie Prazan, qui réunit une très belle sélection d'œuvres de quelques-uns des plus grands artistes du noyau originel de la constellation de la Rôtre, fédérée par Michel Tapier. Le Grand Œil n'est pas l'apanage de Michel Tapier, il est aussi l'attribut de Franck Prazan, qui a osé, il a eu le grand œil, de faire une exposition dédiée au visionnaire Michel Tapier, qui a devancé l'ère de son temps. Cette exposition s'inscrit dans la série des expositions récentes, auxquelles Christie's, en 2012, a ouvert le bal, avec son exposition Un art autre. Et s'en sont suivies de très nombreuses expositions dans les galeries londoniennes, milanaises, turinoises, romaines, parisiennes, new-yorkaises, qui ont célébré l'activité de Michel Tapier. C'est la galerie Esler, à Luxembourg, qui dernièrement, par 3 fois, a célébré les activités de Michel Tapier, entre autres l'exposition Michel Tapier, l'aventurier de la Rôtre. Je ne parle pas bien sûr des expositions muséales, qui n'ont eu de cesse de célébrer les artistes de Michel Tapier, Fontana, Fautrier, Zawuki à Paris, Capogrossi, Marc Tobet, Carla Accardi à Venise, Gutaille à Rodez et anciennement à New York, et Gutaille dans quelques semaines au Japon. Michel Tapier ne s'est pas toujours appelé ainsi. C'est le nom qu'il s'est attribué lorsqu'il s'est fait connaître avec son manifeste Un art autre, qu'il a publié en 1952. Avant, il s'appelait Michel Tapier de Céléran. Il est issu d'une illustre famille noble du Languedoc, une noblesse d'épée. Et en 1928, comme Rastignac, certain de sa destinée, le jeune Michel Tapier quitte le château de Mauriac, où il est né en 1909, pour gagner la capitale et sur les pas de son cousin Henri de Toulouse-Lautrec, se lance à l'assaut de Paris. Par atavisme, peut-être, il rêvera beaucoup, et tout au long de sa vie, des talents particuliers dans le domaine des arts, et s'inscrit dans les académies de peinture et fréquente l'Académie Fernand-Léger, l'Académie des enfants. Mais Tapier n'a ni le goût de la peinture composée, la peinture puriste, formaliste, qui mise sur l'équilibre des formes, ni le talent de son cousin, et le comprendra relativement vite. Comme il a plusieurs cordes à son arc, alors là je vais vous montrer des images qui proviennent des archives de Michel Tapier. Ici vous avez une photographie d'un atelier qui était daté de 1931, d'une académie certainement que Michel Tapier a fréquenté, et ici vous avez Michel Tapier aux côtés de 2 de ses sculptures qui datent d'environ 1940. Comme il a plusieurs cordes à son arc, il joue de 5 instruments et qu'il a appris à jouer seul. Il fréquente les caves où se joue le jazz hot. Aux grandes dames de ses beaux-parents, il est entre-temps marié, il rêve de faire carrière dans le jazz et se partage entre 3 vies. Le jour, il est rapin. La nuit, il est musicien et court les cachets, se produit au caveau de la Huchette, à la Rose Rouge, et le reste du temps, lui en reste-t-il, il est père de 5 enfants. Dans son atelier rue Vaugirard, entre la peinture, la sculpture et la linogravure, Michel Tapier poursuit sa quête d'un destin. Ici, Michel Tapier joue avec Aimable et son orchestre, et vous voyez les différents instruments qu'il pratique. Il faut savoir que Michel Tapier est asthmatique. Il est très asthmatique, comme Marcel Proust. Et comme Marcel Proust, il se méfie de la médecine, donc Marcel Proust, sa santé est très, très précaire et va le guider à mener une existence très particulière. Une vie parfois considérée comme excentrique, ce qui lui vaudra une partie de sa célébrité mondaine. Michel Tapier, lui,
de son côté, va devoir se ménager une vie et donc s'inventer un métier. Et en 1945, vraiment au plus bas de sa santé physique et de sa santé financière, Tapier fait la rencontre déterminante de l'artiste Jean Dubuffet. C'est son voisin et il ne supporte plus les répétitions musicales, nocturnes, et avec ces mots qu'on lui connaît, mêlant la franchise sans ménagement à son argot célinien, lui fait très vite comprendre qu'il n'est ni doué pour la peinture, ni doué pour la musique. Et pour se débarrasser de son voisin, des bruits intempestifs, il présente Jean Dubuffet à René Drouin, qui est son galeriste, qui le représente place Vendôme. Alors René Drouin voit dans ce grand dégingandé qui porte un costume volontairement artiste un factotum. Il voit en Michel Tapier d'abord un peu un homme à tout faire. Il est engagé pour surveiller les salles de la galerie, puisque quelque temps auparavant, une œuvre de Jean Dubuffet avait été vandalisée, un spectateur avait été scandalisé par les recherches outsiders de l'artiste. Donc Tapier sert à surveiller les salles, mais en fait, Tapier n'est pas un factotum. Tapier, il apprend, il observe, et surtout il rencontre. Il fait la connaissance des artistes, et non pas des moindres. Alors ici, vous voyez la famille de Michel Tapier, avec ses enfants, son épouse. La galerie située place Vendôme ici, où il travaillera d'abord comme surveillant salle. Et puis il va rencontrer des artistes. Dali, Max Ernst, Picabia. Vous voyez René Drouin en fait, sur la droite. Et puis, Dubuffet lui confiera les clés de son foyer de l'Art Brut quand il partira en voyage en Algérie. Il lui confiera même la présidence du foyer de l'Art Brut, qu'il constitue en 1947 dans les sous-sols de la galerie René Drouin que vous voyez ici. Mais Michel Tapier, très zélé, il a appris tellement vite qu'il va s'occuper de prospecter des nouveaux artistes, de partir à la recherche de nouvelles œuvres d'art à intégrer à cette collection d'art brut, et va prendre des initiatives sans toujours demander l'accord de Jean Dubuffet. Et il va tellement réussir, il va s'occuper des catalogues d'exposition, des textes, que Jean Dubuffet, très jaloux, va finir par l'évincer de ce foyer d'art brut. Mais Michel Tapier n'est pas en reste, puisqu'il a acquis un carnet d'adresses très développé. René Drouin va l'engager avec un nouveau statut. Il sera conseiller artistique officiel de la galerie René Drouin. Et là, il organise des expositions, il va écrire des catalogues et va se découvrir un talent pour l'écriture, un goût pour l'écriture très prononcé. Et donc à ce moment, Michel Tapier gagne en confiance, il a 38 ans. Il se décide enfin à voler de ses propres ailes. Mais sans argent, c'est très difficile. D'autant qu'à ce moment-là, Michel Tapier retombe gravement malade. Il a une bronchopneumonie qui le cloue au lit. Il doit se rendre à l'évidence. Tapier ne peut absolument pas assumer les contraintes d'un emploi régulier. Il doit maîtriser son emploi du temps, pouvoir se soustraire à ses obligations quand une crise approche. En somme, il doit combiner la sécurité d'une profession d'employé rémunéré et la liberté d'une activité libérale. Il devient en même temps critique d'art, donc c'est vraiment la naissance de sa première invention, son métier. Il devient en même temps critique d'art, conseiller artistique et collectionneur, et n'hésitera pas à s'ajouter des fonctions nouvelles pour aider à sa promotion et à la promotion des artistes qu'il va fédérer autour de lui. La vraie quête de sa vie sera toujours de trouver les moyens de financer ses inventions, ses rêves et ses visions. Le nerf de la guerre, vous l'aurez compris pour Michel Tapier, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi les relations et l'image. Ce qui importe à tout prix pour Michel Tapier, c'est de faire connaître en France et à l'étranger, lui-même d'abord, puis les artistes qu'il va défendre. Il élabore alors une deuxième invention, très efficace. Il va mettre en relation les écrivains
du Cénacle de Dubuffet, qu'il a rencontré auprès du Buffet, et les artistes de la galerie René Drouin. Et il va donc les présenter, les mettre en relation et lancer des éditions, des espèces de livres-objets qui, en dépit de sa petite trésorerie, qu'il arrivera à financer lui-même. Il se place en fait dans la tradition des grands éditeurs d'art comme Mag, comme Skira, comme Kahnweiler. Les couvertures des ouvrages portent tous la mention Michel Tapier, éditeur, ce qui lui assure une grande visibilité, et la confirmation de son autorité dans la mesure où les artistes autorisent Michel Tapier à associer son nom au leur. Alors là, vous voyez l'édition de La Compline sauvage, illustrée par Georges Mathieu. Ce sont des poèmes d'Emmanuel Lutten. Et vous voyez bien la mention Michel Tapier, éditeur. Ici, le poème d'Emmanuel Lutten, illustré par Roger Edgar Gillet. Ici encore, un poème d'Emmanuel Lutten, illustré par Karel Appel, toujours édité par Michel Tapier en 1954. Cogne-ciel également, et vous voyez le contenu de l'édition. Très entêté, Michel Tapier ne lâche jamais ses projets et il ira jusqu'à solliciter Salvador Dali, qui est d'ailleurs très reconnu sur la scène internationale jusqu'à ce que Salvador Dali lui cède un manuscrit à publier, alors que Tapier n'est encore personne. C'est là son talent. Il imagine, il rêve et il convainc. Il écrit une lettre à Dali dans une lettre datée du 31 octobre 1950. « Je suis consterné d'être malade au moment de votre passage. J'aurais voulu vous rencontrer vite, car j'avais quelques questions urgentes à vous soumettre. L'édition française de votre Secret Life. » Secret Life, c'est un manuscrit que Dali avait publié à New York quelque temps auparavant. Une émission de radio aussi. Michel Tapier, à cette époque, ne connaît pas de radio, d'animateur de radio. Et la possibilité d'éditer en limité soit un poème de vous, soit un manifeste comme nous en avions parlé au début de l'été. À force de ténacité, Michel Tapier finira par éditer à son compte le manifeste mystique de Dali, que vous voyez ici. Ce sera son premier coup. Pour ses autres projets, il réussira à trouver des financements auprès de ses relations. Parmi les mécènes de Michel Tapier, l'on compte le très grand collectionneur Carlo Frua de Angeli, qu'il a rencontré à la galerie René Drouin. Frua de Angeli est un très riche héritier d'une famille milanaise, très puissante, et un des plus grands collectionneurs d'art en Europe. Il compte dans sa collection les plus belles œuvres des plus grands artistes que l'histoire de l'art ait compté parmi ceux du 19e et du 20e siècle. Son père, c'est Giuseppe Frua, qui a fait fortune dans l'industrie des textiles, et sa mère, Anna De Angeli, est la sœur du fondateur du quotidien Le Corriere della Sera. Frua De Angeli trouve en Tapier l'œil et la fougue pour compléter sa collection d'art contemporain. En fait, il l'engagera et financera tous ses voyages dans le monde, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, pour prospecter et trouver des œuvres, des artistes nouveaux et prometteurs à intégrer dans sa constellation, sans rapportant à l'œil désormais reconnu de Michel Tapier. Carlo Frua de Angeli va non seulement financer ses déplacements, mais va aussi abriter la petite galerie que Michel Tapier a fondée, au 33 quai Voltaire. Il l'a montée juste après avoir quitté la galerie René Drouin. Cela se fera en parallèle à ses nouvelles activités de conseil artistique à la galerie Le Studio Facchetti, qui vient d'ouvrir. On est en 1951, rue de Lille. À ce moment, Michel Tapier est très malin puisqu'il va jusqu'à faire fusionner des expositions qu'il organise au Studio Facchetti et des expositions qu'il organise dans le cabinet Voltaire. Cabaret Voltaire, c'est Dada. En fait, Tapier n'hésite pas à mettre au service de sa propre promotion et celle des artistes qu'il promeut, les collectionneurs et les galeries pour lesquels il œuvre. C'est le début de la constitution d'abord d'un petit réseau de galeries qu'il va très vite agrandir et qu'il transformera en coalition
à l'échelle internationale. Mais cela ne pourra se faire que lorsque Michel Tapier sera Michel Tapier, c'est-à-dire en 1952, quand il aura publié, après avoir voyagé à la Biennale de Venise de 1952, il aura écrit son manuscrit à Venise, il aura rencontré Capogrossi, les artistes en pleine effervescence à Venise. Il écrit son manifeste, il le publie chez Facchetti, et le livre servira aussi de catalogue pour une exposition du même nom, qui fera, qui le fera connaître dans le monde entier, qui fera vraiment sa notoriété, puisque ce livre réunit 41 artistes de 13 nationalités différentes. En 1954, Michel Tapier s'associe à Luigi Moretti, qui est un architecte et directeur de la galerie Spazio à Rome, et sollicitera son aide financière. Et dans une lettre que je vous lis, il lui dit « Mon plan est plus que jamais fixé. J'ai tous les atouts possibles en main. Si j'ai cette aide financière, et je puis mener à bien dans les années à suivre, une affaire de l'envergure de celle qu'entre les années 20 et 30 ont mené de grands marchands comme les Rosenberg et les Paul Guillaume. » En réalité, Michel Tapier n'est pas Rosenberg, n'est pas Paul Guillaume, n'est pas Kahnweiler, ni Vollard, ni Paul Guillaume. Il a une méthode plus impétueuse, plus fougueuse et plus rapide. Il ne pratique pas ce que a bien analysé Raymond Moulin dans son livre « L'artiste, l'institution et le marché de l'art », la stratégie du temps long et des succès différés, des marchands qui attendaient en quelque sorte la fortune en faisant preuve de patience. Les tableaux ressortant 20 ans plus tard en ayant pris de la valeur, l'artiste étant mort, et avec un peu de chance, peut-être dans des conditions un peu romanesques. Tapier, lui, se rapproche plutôt de la pratique de Léo Castelli, qui est l'archétype de l'entrepreneur dynamique, l'américain Léo Castelli, qui pratique une méthode nouveau style. Il considère le marché de l'art sur un temps très court et dans un renouvellement continu d'artistes. Il considère l'histoire de l'art en mouvement, un mouvement en chassant un autre. Évidemment, ce renouvellement, Michel Tapier, ça oblige Michel Tapier à une prospection intense et donc des voyages multiples. Il va partir dès 1957 dans le monde entier pour trouver de nouveaux artistes pour agrandir sa constellation à partir du noyau dur qu'il va conserver, à l'inverse de Léo Castelli, qui est toujours dans le renouveau. Donc Castelli défend successivement Rauschenberg, Jones, le pop art, puis Stella, le minimalisme. Tapier, lui, se raccroche à son noyau dur, Mathieu, Dubuffet, Fautrier, Vols, Michaud, et puis retrouve des nouveaux artistes. La constellation de la Rautre a pris des noms différents tout au cours de son histoire jusqu'à la fin de la carrière de Michel Tapier. Notamment, il s'est appelé à Turin, dans la fin des années 60, le baroque ensembliste. Mais ce sont toujours les mêmes artistes et ce sera toujours la même esthétique que Michel Tapier défendra. Cette fougue, cette recherche d'artistes nouveaux qui mise aussi sur la quantité dont Tapier fait preuve, se combine avec un certain sens de la communication dont Tapier sait très bien se servir. Il sait créer l'événement. À Turin, il organise le festival Arte Nova en 1959 où il va mobiliser la presse, les artistes internationaux, les artistes locaux, les galeries internationales, pour médiatiser et faire de Turin la capitale de l'art autre. À Osaka, en 1960, il organise le Sky Festival. Il accroche sur des grandes bannières, des agrandissements des œuvres de ces artistes du monde entier, avec l'aide des artistes très enthousiastes Butaï et leur leader Yoshihara Jiro. Il va faire d'Osaka une nouvelle scène, une très grande scène de l'art informel, international, et cet événement vraiment très important sera relayé par la presse jusqu'aux États-Unis, où Martha Jackson voudra évidemment reprendre les artistes Butaï dans sa galerie, et ce sera le début de Butaï que vous connaissez maintenant. Donc la méthode
de promotion de Tapier événementiel, sensationnel, se combine aussi avec une méthode plus classique de communication. Il va envoyer des cartons d'invitation, il va écrire dans la presse lui-même des articles qu'il va essayer de faire paraître partout dans le monde, des lettres qui se comptent par centaines dans ses archives. Chez Léo Castelli, l'événement est moins spectaculaire et cette stratégie de communication, de promotion se combine avec la diffusion culturelle, c'est-à-dire qu'il va travailler en partenariat avec des musées américains et internationaux. Et ça, Michel Tapier, il essaiera de le faire, mais il n'y arrivera pas. Et puisqu'il n'arrive pas à essayer de convaincre les conservateurs américains, qui sont quand même assez résistants à l'égard des peintres français de sa génération, il va créer ses propres musées, ses propres cautions. Il va donc fonder, dans un premier temps, la Rome New York Art Foundation, qui ne sera pas un musée, qui n'est ni un musée ni une galerie, mais qui va inventer un nouveau système dans lequel vous auriez pu louer une œuvre pour 3 mois et vous auriez versé une cotisation au prorata de la valeur de l'œuvre. De la sorte, les œuvres circulaient chez des collectionneurs moins prestigieux, donc il y avait une plus grande visibilité de l'œuvre de Michel Tapier, peut-être une plus grande popularité de l'œuvre de Michel Tapier, et en même temps, ce système permettait à l'artiste aussi de gagner un peu, d'être soutenu financièrement. Et puis, cette New York Art Foundation avait un comité, évidemment, de grandes personnalités qui était chargé de sélectionner les œuvres en vue d'organiser des expositions des artistes qu'il recherchait. Vous aviez le critique d'art Lionel Loventuri, qui représentait Rome. Vous aviez le conservateur James Hanson Sweeney pour New York, le critique d'art Herbert Reed pour Londres, et le conservateur Irving Sandberg pour les Pays-Bas. Et puis Michel Tapier lui-même pour Paris. La seconde création de Michel Tapier, qui essayait de se substituer en fait à la caution que garantissaient les musées étrangers et en particulier les musées américains, était l'ICAR, l'International Center of Aesthetic Research, qui lui aussi était doté d'un comité international, toujours précisé évidemment sur les cartons d'invitation et les catalogues, et qui était composé de Friedrich Bayerthal pour Munich, Toru Haga pour Tokyo, Carlo Molino pour Turin, Berto Moruccio pour Venise, Saburo Murakami Osaka et Dorothy Norman pour New York et San Francisco et Francisco Wilson pour Barcelone, des conservateurs, des critiques d'art, des artistes. Ce comité est chargé d'attribuer un laurier d'or à l'ICAR, un laurier d'or à un artiste une fois par an, et Fontana en a eu un. Donc vous avez compris que Michel Tapier ne s'arrêtait pas aux obstacles, il savait les contourner et inventer des choses pour les dépasser. Il a surtout développé un réseau de galeries très important et international, qui constitue une sorte de coalition, de ligue, dont il prend la tête. En 1955, il est à la fois conseiller artistique à la galerie L'Arcade, dirigée par Jean L'Arcade, la galerie Rive Droite. Il est aussi conseiller artistique de la galerie Stadler, qui vient d'ouvrir ses portes en 1955. Il est aussi conseiller artistique de la galerie Luigi Moretti, la galerie Spadio à Rome. Et puis, il est aussi le conseiller artistique pour l'Europe chez Martha Jackson à New York. Engagé sur les 2 continents, il peut faire circuler les expositions d'un pays à un autre, organiser des expositions itinérantes, ce qui permet une grande visibilité de ces artistes. Et cette coalition de galeries lui permet aussi de proposer des contrats, parfois en exclusivité, à des artistes très importants, qu'une seule galerie citée ne pouvait pas financièrement, garantir financièrement.
Parfois, l'artiste signe avec Michel Tapier et lui donne l'exclusivité sur ses œuvres. C'est le cas de Georges Mathieu et de Jean Dubuffet. Parfois, c'est avec l'une des galeries de Tapier que l'artiste signe un contrat de première vue. Mais dans tous les cas, Michel Tapier fait le lien entre les différentes galeries au profit de l'artiste dont la visibilité est garantie. Inventif, novateur, ingénieux, Michel Tapier est un aventurier, un chercheur d'art qui a fédéré plus de 180 artistes dans une constellation internationale. Son nom est devenu un label aujourd'hui. Il a créé un système de coalition, de galeries. Il a su créer l'événement. Et il a su se servir de ces événements pour créer, sentir l'art de son temps. Grâce à lui, l'on peut admirer sur les 6 mètres de la galerie Prazan les œuvres de Vols, Mathieu, Brienne, Michaud, Dubuffet, Fautrier, Saint-Francis, Karel Appel, Pierre Soulages, Hans Hartung, Jean-Paul Riopel, Kazuo Shiraga. Mais la vente du fonds de la galerie Stadler, qui a eu lieu hier, et qui s'est réalisée dans une effervescence particulière, a montré que les artistes de la constellation Tapier n'ont pas dit leur dernier mot. Les artistes de la constellation Tapier, les artistes qui ne sont pas encore reconnus, n'ont pas dit leur dernier mot, parce que là j'en ai cité quelques-uns, une douzaine, mais 180, parmi ces 180, il y en a énormément d'autres qui mériteraient d'être reconnus. Et je pense à Isao Domoto, je pense à Claire Folkestein, à Damian, je pense à Norman Bloom, qui commence une renaissance, on l'a vu hier à la vente du fonds. Et nous les retrouverons assurément dans les prochaines FIAC futures. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je peux passer le micro à Jacqueline. Je savais qu'elle avait quelque chose à dire. Jacqueline, moi j'ai connu Michel Tapier. Il avait une galerie, donc rue de Seine, presque en face de la galerie Michel Couturier, qui est maintenant, à côté, c'est la galerie Prazan, Franck Prazan. Et c'était un homme tout à fait extraordinaire, qui avait une personnalité tout à fait extraordinaire. Voilà, et donc on ne pouvait pas le voir souvent parce qu'il y a des gens en voyage. Je me souviens, vraiment. Donc j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Non. Bon, alors je vous invite à aller à la FIAC. Enfin, je vous invite, c'est un grand mot parce qu'il faut quand même passer le contrôle. Et sinon, je vous attends à la galerie rue de Seine à partir de novembre-décembre pour voir les tableaux dont on a évoqué. Ah, Jacqueline encore. Merci à Madame la conférencière, c'était tout à fait remarquable, extraordinaire. Merci. Oui, bravo. Oui, merci Juliette, merci beaucoup. L'exposition démarre le 27 novembre, non? J'ai vu en passant sur votre galerie. 27 octobre. Ouais, ah, oui, c'est ça. Donc, elle vient de ça, mais ah, d'accord, merci. Oui, oui.